Allez. Oh, c'est une blague, c'est une blague. Bah là, ma pauvre, je suis navré, mais tu vas mourir très rapidement. Pendant des siècles et des siècles, les hommes ont cherché à devenir des hommes. Bon, ça s'est arrêté il y a peu, mais en tout cas, pendant des siècles, ça a été comme ça. Ils ont cherché à développer tout ce qui appartenait à leur corps, à leur culture, à leur caractère surtout, et puis leur cœur, leur rapport aux femmes, leur rapport à l'amour. Et puis, toutes ces pensées, toutes ces philosophies, dites masculines ou dites viriles, étaient en fait des philosophies du succès. C'est-à-dire qu'en fait, elles permettaient, en les suivant, en les appliquant, en les assimilant, elles permettaient de réussir individuellement et de faire réussir également toute sa communauté. Alors, c'est peut-être pour ça que la société a plutôt tendance actuellement à les passer sous silence, voire même à détester ce type de pensée. Mais pour Major aujourd'hui, nous allons voir 10 pensées philosophiques qui permettent de se forger en tant qu'homme, d'améliorer grandement ce que nous sommes, et nous attaquons tout de suite. L'homme est un loup pour l'homme. Plaute, puis Thomas Hobbes. Un homme sait et sent que la vie c'est la guerre. Il ne se berce pas de naïveté d'enfants ou de sensibles qui souhaitent de tout leur petit cœur fragile que l'existence ne comporte ni tension, ni violence, ni conflit. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura des tensions, des violences et des conflits. La vie étant une guerre de tous les jours, le tout est d'y être préparé, d'apprendre à l'accepter et de l'aimer comme cela. Votre prochain, et plus encore votre lointain, n'est pas votre ami. Il peut le devenir, mais il y aura autant de chances, sinon plus, qu'il soit potentiellement votre ennemi. Dans le doute, il vaut mieux se préparer à avoir en lui un ennemi, car celui-ci pourrait vous détruire si vous n'y prenez pas garde. Si finalement ce prochain est amical avec vous, alors tant mieux, ce sera une bonne surprise. Attendez-vous toujours aux mauvaises surprises, pour être capable d'en avoir régulièrement de bonnes. Qui veut la paix prépare la guerre. N'oubliez pas que le loup qu'est l'homme est presque toujours à la poursuite de son intérêt et qu'il vous dévorera s'il sent que vous ressemblez plus à un agneau qu'à un autre loup. Vous pouvez pleurer, vous pouvez trouver cela injuste, mais c'est ainsi que marche l'humanité et la nature depuis des millénaires, et ce ne sont pas vos bons sentiments qui changeront cela. C'est comme Paladin que nous nous montrions philosophes, le comte de Ségur. Si la vie est la guerre, alors la meilleure façon de philosopher est d'être soi-même un guerrier. Un homme qui se bat tous les jours pour défendre et promouvoir ce qu'il est un philosophe, dans le sens où, ce faisant, il ne fait que respecter les lois de la nature et de l'existence. En les respectant, il comprend l'univers et vit en harmonie avec celui-ci. Se battre pour soi, pour sa famille, pour sa communauté, pour ses idées et pour ses valeurs est à la fois une preuve de vie et une preuve de sagesse. Les apathiques, les relativistes et les masochistes sont des malades de l'existence. Ils ne veulent pas se battre car ils n'en sont pas capables et parce qu'ils ne veulent pas disparaître. Ce sont des suicidaires qui souffrent d'un grand déficit de vie ou d'une grande perversion de celle-ci. La plus belle des figures humaines est celle du guerrier qui affronte l'existence sans se plaindre et qui remporte de grandes victoires sur la difficulté et l'adversité. Je dois demander à Dieu non un poids moins lourd à porter, mais des épaules plus larges. Saint Augustin. La plus grande différence entre un homme et une flaque, c'est la façon dont les deux réagissent en cas de coup dur, d'injustice et de malheur. La flaque, le lâche, le faible, le menteur, le raté, la tarentule, lorsqu'ils sont malheureux, vont incriminer le monde. S'ils souffrent, c'est forcément de la faute des autres. S'ils peinent, c'est de la faute de la société. Ils diront « le monde est trop mauvais pour moi ». Plutôt que d'affronter la vie telle qu'elle est, ils s'indigneront contre celle-ci et lui jetteront l'opprobre. L'homme, lui, tournera son indignation envers lui-même. Il dira plutôt « je suis trop mauvais pour le monde ». S'il souffre, c'est parce qu'il n'est pas assez fort. S'il échoue, c'est parce qu'il ne s'est pas assez préparé. Face à la difficulté de la vie, il cherche à devenir plus puissant pour l'affronter et réussir. Avant de vouloir changer la société ou le monde, il cherche d'abord à se changer lui-même. La liberté dans l'homme est la santé de l'âme. Corneille. Un homme est toujours à la recherche de sa liberté. Il n'accepte d'être asservi ni dans la communauté, ni dans son travail, ni dans sa famille, ni nulle part ailleurs. Lorsqu'il se met au service d'un homme, d'une femme ou d'une institution, c'est exclusivement de manière consentie et dans les limites qu'il s'est lui-même fixées. C'est pourquoi l'homme privilégiera tendanciellement les grands espaces à la ville, l'entreprise au salariat, la moto à la voiture, la femme partenaire à la femme castratrice, les aventures à la prudence, la défense de la propriété privée au socialisme, la souveraineté à la vassalité, le droit à l'autodéfense aux tribunaux, etc. L'homme choisit les influences extérieures qui agissent sur lui en fonction de son intérêt et il est tout à fait prêt à l'intolérance la plus absolue contre ce qui le démoralise, qui nie ce qu'il est et contrevient à ses intérêts.
L'homme fuit ou combat tout ce qui fait de lui un esclave d'un système, d'une femme, d'un travail ou d'un étranger. Même chose sont le penser et l'être. Plotin. Un homme met ses pensées en adéquation avec son être et vice-versa. Il ne demande pas aux autres ce qu'il est incapable de demander à lui-même. Il est dans sa vie, dans son physique, dans ses aptitudes et dans ses habitudes, la somme de ses idées. La forme n'est pour lui que l'expression du fond. Depuis les Grecs, cette pensée est traduite dans la fameuse Vulgate, un esprit sain dans un corps sain, qui signifie qu'on ne peut pas dissocier le corps de l'esprit. Penser sainement, c'est aussi vivre sainement. Nietzsche, puis plus tard l'anthropopsychologie, iront jusqu'à interpréter les idées des êtres humains uniquement en fonction de leur physique ou de leur vie. On a le physique de ses idées, disent certains. Penser et être étant la même chose, c'est aussi un impératif donné à l'homme, celui d'assumer ses idées dans sa vie de tous les jours. On ne peut pas vouloir la guerre et ne pas se préparer à celle-ci personnellement. On ne peut pas tenir quotidiennement un discours moral humaniste et se comporter comme un égoïste au jour le jour. On ne peut pas tenir des propos qu'on ne sera pas capable d'assumer dans la vie réelle. La vie est une comédie pour ceux qui pensent, une tragédie pour ceux qui ressentent. Walpole. Un homme privilégie la pensée aux sentiments. Non pas que les sentiments soient toujours mauvais et qu'il faille se garder d'en éprouver, mais ils se révèlent être souvent trompeurs et rendent parfois impuissants. Les stoïciens considéraient que les sentiments étaient menteurs car ils nous empêchaient de comprendre le réel et que, ce faisant, ils nous asservissaient à lui, alors que l'homme se doit de dominer le réel. Ce ne sont pas les sentiments qui ont fait passer l'homme du stade des cavernes au développement que nous connaissons aujourd'hui. Ce sont les pensées, parfois froides, souvent dures, mais justes et rationnelles. La société actuelle fait tout pour privilégier vos sentiments plutôt que votre raison, pour vous rendre esclave de vos pulsions, notamment marchandes, dépressif, incapable d'avancer ou de changer les choses. Un homme garantit sa santé mentale et son bonheur en tentant toujours de comprendre le monde qui l'entoure pour mieux le maîtriser. Lorsqu'il analyse le monde par sa pensée, lui vient alors à l'esprit le caractère quasi comique de l'existence. Car ce que l'on comprend, ce que l'on maîtrise, on peut en rire, se détacher de lui et le regarder avec légèreté. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Un homme cherche sans cesse à comprendre l'univers autour de lui et par conséquent à toujours augmenter son savoir. Il se place toujours dans une position de modestie vis-à-vis du savoir car il a conscience qu'il a à apprendre toute sa vie. Son bonheur tout entier tient dans ses nouvelles acquisitions de connaissances et d'aptitudes. En résumé, le bonheur de l'homme, comme sa nature, c'est sa curiosité insatiable. De la même manière que les requins meurent s'ils arrêtent de nager, l'esprit d'un homme se meurt s'il cesse de vouloir apprendre. Combien sont-ils dans ce cas-là ? La plupart des hommes ramollissent dans leur être et leur esprit en cessant de vouloir évoluer, en se contentant de ce qu'ils savent déjà, en ne remettant jamais en cause leurs idées ou les poncifs que l'on a mis dans la tête depuis qu'ils sont jeunes, notamment par l'école et les médias. Un homme est toujours à l'école. Sortir de l'école, c'est sortir de la vie elle-même. Dans le monde de demain, particulièrement concurrentiel, dans le domaine de l'intelligence, le retour des hommes sans cesse poussé par ce principe d'apprentissage est une nécessité absolue. Plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Lire, penser, expérimenter, tester et oser sont plus que jamais des impératifs nécessaires. Ce n'est pas en acceptant les bons offices d'autrui que nous nous faisons des amis, mais en offrant les nôtres. Thucydide. L'amitié entre hommes n'est pas un travail sur les autres, mais avant tout un travail sur soi. Combien d'hommes ne parviennent jamais à se faire de vrais amis, de vrais frères, parce qu'ils estiment que l'amitié est avant tout quelque chose que l'on attend des autres et non pas que l'on peut amener aux autres. Il n'y a aucune raison d'être votre ami ni de prendre du temps pour vous voir si vous n'apportez rien. La fameuse fraternité n'est qu'un ordre qui sert à décorer les mairies. Les hommes sont fraternels entre eux dans la mesure où chacun peut apporter à l'autre. Si vous n'apportez rien à personne, n'attendez pas que les gens s'intéressent à vous ou se montrent particulièrement amicaux. Le principe fondateur de l'amitié est très simple, elle est proportionnelle à l'utilité. C'est donc avant tout un travail sur soi avant d'être un travail sur les autres. Développez vos compétences, vos savoirs, vos aptitudes et votre caractère et vous trouverez des amis. Ils viendront vers vous et vous saurez où aller les chercher en fonction de vos domaines de compétences. Sans quelque chose à offrir, vous n'êtes qu'un boulet. Comme disait Napoléon, un homme n'a pas d'amis, c'est son bonheur qui en a. Vous pouvez remplacer bonheur par le mot réussite. Cela est dur, mais c'est ainsi que cela marche, car la gentillesse désintéressée des gens ne dure jamais éternellement. Plus vous offrez, plus on vous offrira en retour.
Tu es jeune et tu souhaites femme et enfant, mais je te le demande. Es-tu l'homme qui a le droit de désirer femme et enfant? Nietzsche. Il s'agit là d'une question que les hommes ne se posent plus vraiment, puisque l'amour est devenu aujourd'hui une sorte de droit de l'homme universel accessible à tous, et qui fait donc croire à tout un chacun qu'il mérite d'aimer et d'être aimé, quelles que soient leurs valeurs et leurs mérites. Dès lors, si beaucoup se retrouvent seuls après s'être fait quitter ou après une longue période de célibat, c'est parce que souvent ils ne se posent pas la bonne question et ressentent dans leur chair une véritable douleur de n'avoir pas quelque chose qu'ils estiment, justement, comme un droit. Cette bonne question est celle de savoir si vous méritez d'avoir une femme. La femme n'est pas un droit de l'homme qui vous est donné et que vous réclamez juste parce que vous êtes né homme. C'est surtout une récompense magnifique d'un long travail sur vous et conséquence de votre propre accomplissement. En gros, la femme ne doit pas être seulement la condition de votre bonheur, au prétexte que sans elle, vous vous sentez seul, malheureux, ou parce que les mœurs de la société vous obligent à être en couple sous peine de passer pour quelqu'un de bizarre. Non, la femme ne doit pas être seulement la condition de votre bonheur, mais avant toute chose, l'aboutissement de celui-ci. Si je parviens à faire de moi un homme, je saurai que je réussirai tout le reste. James Garfield. Voilà en une phrase résumée la philosophie de Major. Les hommes ont toujours cherché à devenir des hommes, car cette recherche, souvent difficile, est la clé de tous les succès dans notre vie.